bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très content d'être là. Encore une fois, merci d'être ponctuel. C'est super agréable. Je vois qu'il y a plus de 75 participantes et participants connectés. C'est super. On va passer une petite heure ensemble. Comme disait Tristan, vraiment, n'hésitez pas à ce que le sujet qu'on va échanger. J'ai préparé une petite presse, mais l'idée, c'est que si vous avez des questions, si vous avez des expériences que vous voulez partager, qu'on puisse s'appuyer un peu dessus et puis qu'on rende ce moment aussi interactif que possible en visio sur plein de sites et de manière très avec beaucoup de personnes autour de la table, si je puis dire. Et puis surtout qu'on passe un bon moment. Alors, normalement, vous voyez ma présentation, je vais avancer un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler de numérique responsable. J'ai appelé la presse comprendre, agir, construire, avec l'idée de se dire que déjà, si on ne comprend pas pourquoi on parle d'un numérique plus responsable euh, et que le sujet n'est pas visible, c'est compliqué de se lancer et de s'améliorer. Ensuite, on peut agir, prendre des actions un petit peu individuelles, isolées. Et puis, on va essayer de se poser aussi rapidement la question de qu'est-ce qu'on peut construire avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut se forger comme vision du numérique et comment on peut questionner un petit peu sa place dans la société. On a la chance de traiter d'un sujet qui est très, très important dans les entreprises, dans les organisations, même dans la société. Et son utilisation, la valeur qu'on veut délivrer avec, peut avoir un impact directement dans la société. Donc, c'est une bonne opportunité pour se poser la question. Très rapidement, alors moi je suis Clément Marche. Ce que je fais au quotidien, c'est que j'ai monté un cabinet de conseil en 2014 qui accompagne les organisations vers un numérique plus responsable. J'ai monté un cabinet de conseil et à côté de ça, je suis pas mal engagé. On est pas mal engagé avec le cabinet dans différentes associations que vous connaissez peut-être, les Shifters, la Fresque du numérique, l'INR. Mais en tout cas, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on est ensemble pour 1 heure. Je vous l'ai dit, le but, c'est qu'il y ait des échanges interactifs. Vous êtes au moins aussi légitime que moi pour partager vos expériences, vos interrogations sur le sujet. J'ai l'impression que c'est un sujet en plus que pour certaines ou pour certains, vous ne découvrez pas. Donc, n'hésitez pas. Je vais switcher un peu avec mes onglets. Donc, si je vois pas une question dans le chat, Tristan n'hésitera pas à m'interrompre. Mais allez-y. Si on va pas au bout du support, c'est pas grave. Vous y aurez accès ensuite. Et surtout, je pense que la richesse des échanges peut être supérieure à la richesse des slides. Je voudrais savoir, globalement, si vous vous posez la question, combien vous avez d'équipements connectés à Internet chez vous? Si vous pouvez le mettre dans le chat, comme ça je vois un peu ce que ça donne. Ceux qui ont la visio, ils le faire avec vos mains. Hein, c'est 3, au moins 7, 2. C'est bien. Ok, super, merci de votre activité. 6, 3, 8. Effectivement, pourquoi on peut compter les téléphones, les enfin les tablettes, les ordinateurs, la télé, votre frigo s'il est connecté à Internet, les lampes connectées, vos montres, vos enceintes. Et ça peut monter très 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 vite. Ouais, je vois que parfois ça monte à plus de 15. Effectivement. Alors pourquoi cette question? C'est qu'en réalité, on dit souvent que le numérique c'est virtuel, c'est dématérialisé, mais en réalité, quand vous regardez les petits chiffres qu'il y a dans le chat, et si on le faisait avec les doigts, si on comptait les doigts, c'est très très matériel. Et c'est un peu le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière nos usages du numérique, d'explorer un petit peu cette matérialité du numérique qui fait son impact. Alors, avant d'aller un peu plus loin, déjà, c'est pourquoi on se pose la question d'un numérique plus responsable. Pourquoi est-ce que le numérique a vraiment un impact? En quoi c'est un sujet? Très rapidement, juste pour vous donner quelques notions, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le transport routier, ça correspond à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. L'aviation, c'est entre 2,5% et 5% en fonction de ce qu'on prend en compte. Globalement, les postes les plus importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas en France, c'est alimentation, transport et logement. C'est ce qui représente le cœur de l'impact. Sur le numérique, on est à peu près en France à 2,5% et dans le monde à 3,5%. Ce qui fait un peu plus que l'aviation. Donc on parle souvent des avions, mais en réalité le numérique c'est au moins aussi important. Et la vraie différence par rapport au reste, c'est la croissance de secteur. Globalement, l'impact du numérique, il croît de 6 à 8% par an, ce qui fait que ça double, l'impact il double en valeur absolue en moins de 10 ans.
Et c'est ça qui fait la vraie différence entre le numérique et les autres secteurs. Parce que typiquement, si on prend l'aviation, on a 10% des gens dans le monde qui prennent l'avion, à peu près. On a 60-65% de personnes, voire plus, qui utilisent du numérique. La deuxième chose, c'est que là, je vous parle de gaz à effet de serre, et derrière les gaz à effet de serre se cache le sujet du réchauffement climatique. C'est un sujet majeur, mais, et vous le savez sûrement, c'est pas le seul. Vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de limite planétaire, mais au-delà des sujets de changement climatique, on a des sujets environnementaux sur l'eau, vous en avez sûrement entendu parler, l'occupation des sols, la consommation de ressources abiotiques, tout ce qui est extraction de métaux, etc. Vous avez peut-être entendu parler de métaux rares, des sujets de biodiversité, etc. Et en réalité, sur ces 9 limites planétaires, qui sont des seuils à ne pas dépasser pour garantir les conditions d'habitabilité de la Terre par l'homme, on en a déjà 6 qui sont dépassés. Et pour le coup, le numérique, si les sujets d'impact environnemental par le changement climatique sont importants, ce pas les principaux. Le numérique, en termes d'impact, a énormément d'impact sur la consommation de ressources, l'extraction des métaux et autres, sur la consommation d'eau aussi pour la fabrication de vos puces et de vos matériels électroniques en général, et bien sûr, comme je disais au début, sur la partie changement climatique. En plus de ce qu'on appelle ces limites planétaires, on peut le considérer comme un plafond écologique. C'est des conditions à ne pas dépasser pour que la Terre reste habitable par l'homme. On a aussi un fondement social, c'est-à-dire des conditions pour que la société fonctionne à peu près correctement et de manière équitable et juste, avec des sujets de justice, de logement, d'égalité entre les sexes, de revenus, etc. Et donc l'idée, quand on parle de numérique responsable, c'est de trouver l'équilibre entre le plafond écologique et le plancher social. En se disant, ben voilà, on fait du numérique sans consommer trop de ressources et sans trop rogner sur les droits humains. Concrètement, si on regarde sur le numérique, sur la partie environnement, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, de consommation de ressources, de pollution, de déchets. Si on regarde du côté plutôt humain et société, on parle d'inégalité d'accès à ces services numériques. On reparlera de la fracture électronique en France, de dépendance en termes psychologiques, de dépendance stratégique. Quand on a une société qui s'appuie essentiellement sur le numérique, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait si demain on a un fournisseur d'applications, je pense à Google, qui coupe ses services. Si on a des fournisseurs de matériel, notamment en Asie, qui coupent leur route logistique, qu'est-ce qui se passe, de santé physique pour les personnes qui fabriquent et qui extraient les métaux qui permettent de fabriquer nos équipements, de conditions de travail, d'enjeux autour d'un numérique commun, on pourra, en tout cas d'un commun numérique, on pourra en reparler. Et tout ça, ça fait le numérique responsable. Et donc, l'idée, et c'est maintenant le terme que je vais employer, c'est pas forcément de parler de numérique responsable, mais d'un numérique plus responsable, un numérique soutenable et éthique. Et l'idée, c'est que quand vous allez faire de l'informatique, du numérique, essayez de le penser avec 3 boussoles. Je vous invite à repartir avec ça. La boussole environnementale, la boussole sociale et bien sûr la boussole économique. Parce qu'on reste dans un monde où l'économie est centrale et le mettre de côté et le sortir de l'équation, ça serait pas viable et vous serez vite mis sur le coup, en tout cas mis sur le carreau du sujet. Vraiment, l'idée, c'est de garder en tête l'impact sur la planète, l'impact sur les gens et la société et l'impact économique. Bon, maintenant que vous avez compris pourquoi en fait il y a des enjeux autour du numérique en termes environnementaux, en termes sociaux, on va regarder un peu plus concrètement à quoi ça ressemble. Pour commencer, je vais avoir besoin de vous. Je vais vous proposer quelques idées reçues et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas dans le chat. Alors celle-là, c'est juste pour se chauffer. Le numérique, c'est virtuel, donc c'est vert et forcément positif. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ouais, je vois que c'est assez unanime. Bon, effectivement, c'était un petit peu pour se chauffer, mais comme je vous l'ai dit, c'est virtuel, certes, mais en réalité, c'est très matériel, le numérique. Quand on parle de dématérialisation, par exemple, qu'on va numériser des documents, des papiers, certes, on perd le papier d'un côté, on dématérialise, mais en réalité, il y a une autre matérialité qui se crée à un autre endroit, plus loin, de manière souvent invisible, des serveurs, des équipements réseau, des équipements utilisateurs pour se connecter à ces serveurs et y avoir accès.
La deuxième chose, et justement, c'est un peu en lien avec ça, lire un document en format numérique pollue plus ou moins que lire un document au format papier. Ça, qu'en pensez-vous? Ça pollue différemment. J'aime bien cette réponse. Ça dépend. Bien joué, Jonas. C'est ça la bonne réponse. En réalité, ça dépend. Ça dépend de tout un tas de contextes. Comment a été imprimé votre document? Combien de temps vous allez le lire? Sur quel ordinateur, tablette, liseuse vous allez le lire pendant? Enfin, dans quel pays êtes-vous? Si vous êtes en France, vous avez une énergie qui est très décarbonée, liée au nucléaire. Si vous êtes en Allemagne, une énergie qui est beaucoup plus carbonée, donc qui émet plus de gaz à effet de serre. Donc, ce ne sera pas pareil. En France, on estime, alors là, c'est vraiment un chiffre à prendre avec des pincettes, juste pour vous donner un ordre d'idée, et plus pour l'anecdote qu'autre chose. Mais si vous lisez un document PDF qui est stocké sur le cloud plus de 2 minutes 30, il vaut mieux l'imprimer. Encore une fois, chiffre à prendre avec des pincettes, c'est simplement pour vous dire que ce qui nous paraît évident en se disant, ben, lire un document sur un ordinateur, ça paraît souvent moins impactant en termes environnementaux que d'imprimer un papier, et ben, c'est pas toujours la vérité. Ça dépend de beaucoup de choses. Et ça, vraiment, c'est quelque chose aussi avec lequel j'aimerais bien que vous repartiez. Questionnez-vous sur les évidences, évidemment, mais aussi sur vos usages. En fait, à partir du moment où il est stocké sur un cloud, Fanny, tu dis, ça pollue. C'est tout à fait vrai. Je vais te donner une deuxième chose, je vais compléter ta phrase. À partir du moment où il est stocké sur ton ordinateur, il pollue aussi. Pourquoi? Parce que ton ordinateur, il a été fabriqué. Cette fabrication a généré un ensemble de pollution ou d'impact au sens large. Ton ordinateur, tu l'alimentes en électricité, et cette électricité, elle pollue. Elle émet au moins des gaz à effet de serre. Un petit troisième, ce sont les data centers, les gros data centers et les équipements réseau qui ont l'impact environnemental le plus fort. Est-ce que c'est plutôt les data centers, les équipements réseau ou les équipements utilisateurs qui polluent? Alors, les deux polluent, effectivement. Ok, là-dessus, en fait, c'est assez clair, c'est que les 2 tiers de l'impact, c'est les équipements utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les data centers consomment grave, pour les refroidir, mais pas seulement. Mais dans le monde, on estime qu'il y a quelques centaines de millions d'équipements réseau et de serveurs. Mais par contre, il y a 35 milliards d'équipements utilisateurs. Et donc, en réalité, le cœur de l'impact, c'est les équipements utilisateurs. Et dernière chose, alors c'est un petit peu provocateur, surtout dans le cadre du Digital Cleanup Day, trier ses mails et supprimer ses mails, c'est essentiel. Dans ce que je vous ai dit, je vous en ai pas encore parlé, mais le cœur de l'impact, c'est certes les équipements utilisateurs, mais la phase du cycle de vie qui impacte le plus le numérique, c'est la fabrication de ces équipements. C'est pas tellement leurs usages. Alors là, je vais vous demander de me croire et puis on en reparlera dans 2-3 slides. Et donc aujourd'hui, si on se pose la question de quel est l'impact de supprimer ces mails, il est marginalement nul. Vous avez peut-être, alors ça dépend de l'âge que vous avez, mais moi quand j'étais petit, on me disait faut faire pipi sous la douche, et c'est toujours le cas, hein, ça n'a pas changé, pour éviter de consommer de l'eau et idéalement pour sauver les ours polaires. C'est vrai, c'est absolument pas contre-productif. Faites pipi sous la douche, je vous conseille de continuer. Mais en réalité, c'est un acte qui est absolument marginal et très très limité au regard de l'impact d'autres pratiques que vous pouvez avoir. Supprimer ces mails, c'est pareil. Aujourd'hui, supprimer ces mails, c'est une bonne chose. C'est simple, c'est accessible à tout le monde et ça ouvre la porte sur le fait que le numérique a un impact environnemental. Donc, c'est très bien d'avoir ça en tête. Pour autant, en termes d'impact en valeur absolue, c'est quasiment nul. Pourquoi? Je vais vous le réexpliquer après. Mais parce que si vous supprimez un an de mail, vous allez avoir un impact qui est 100 fois moins important que de garder un an de plus votre téléphone. Et donc, le message à retenir derrière ça, c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est qu'il faut continuer à le faire. Il faut en parler autour de vous. Il faut utiliser ça comme une première action, un point d'entrée sur le sujet, mais il faut pas s'arrêter là. Et c'est ça qu'on va voir par la suite. Je dis ça, quelques questions. Tu dis ça à titre individuel ou à l'échelle planétaire? Déjà, à titre individuel et planétaire, dans le sens où, de la même manière, garder votre téléphone un an de plus à titre individuel, ça a un impact qui est limité. À titre, enfin, si on prend tous les gens qui ont un téléphone et qui le gardent un an de plus plutôt que d'en acheter un neuf, gros impact. Les mails, c'est pareil. Vous avez l'ensemble de la planète qui supprime l'ensemble de ces mails. Forcément, vous allez gagner des serveurs derrière qui stockent ces mails.
et vous allez avoir un impact qui est plus significatif qu'à l'échelle individuelle. C'est pourtant toujours sur des serveurs, les mails. Oui, tout à fait. Et c'est mon point, c'est de se dire que ces mails, plus on va en supprimer, moins on va utiliser de serveurs. On est d'accord. C'est un effet qui est beaucoup plus indirect que si vous gardez votre ordinateur 1 an de plus, 2 ans de plus, votre téléphone 1 an de plus, 2 ans de plus. Mais attention, j'insiste bien, je ne dis pas que c'est contre-productif, mais c'est apprendre au regard d'autres actions. Et on va regarder un peu ce qui se cache derrière ces autres actions. Alors, je le disais en introduction, le numérique en France, c'est à peu près 17 millions de tonnes de gaz à effet de serre, d'équivalent CO2, 2,5% de l'empreinte nationale, selon l'ARCEP. Qu'est-ce qui a un impact? 80% en France, c'est les équipements utilisateurs. Et à quel moment on a un impact? C'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est au niveau de la fabrication. 80% de l'impact, c'est les équipements, 80% de l'impact, c'est la phase de fabrication. Gardez vos équipements 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, protégez-les. Vous allez éviter, en n'en rachetant pas, 80% de l'impact. Si je reprends cet exemple sur un ordinateur, entre 70 et 90% de l'impact, c'est au moment de sa fabrication, 10 à 20% pendant l'usage, et ensuite sa fin de vie, potentiellement peu d'impact ou un peu d'impact en fonction des chemins pour sa fin de vie. Je vous donne juste, je vous ai dit tout à l'heure que le sujet principal, c'était pas forcément les gaz à effet de serre. Pour un ordinateur de 2 kg, on a besoin de 800 kg de ressources pour le fabriquer. Et surtout, de milliers de litres d'eau. Je vous laisse avec cette carte-là. C'est une carte qu'on appelle sac à dos écologique, en tout cas un visuel qu'on appelle sac à dos écologique. Gardez en tête que derrière votre ordinateur, mais c'est vrai de tous vos équipements, il y a énormément d'énergie fossile qui ont été consommées pour le fabriquer, extraire les matériaux, le transporter. 600 kg de minéraux, je vais vous expliquer pourquoi, et des milliers de litres d'eau douce et de produits chimiques. Alors, pourquoi autant de matériaux pour fabriquer un ordinateur qui fait juste 2 kg? En réalité, quand vous allez extraire par exemple du cuivre ou n'importe quel métal, vous n'allez pas l'extraire directement. Vous allez extraire beaucoup de terre et à l'intérieur de cette terre, vous allez la raffiner avec de l'eau et des produits chimiques pour récupérer le métal qui vous intéresse. Là, sur la photo, c'est une mine de cuivre sur un gisement actuel. Et on sait que sur les gisements connus et exploités actuellement, on doit extraire à peu près 150 kg de terre pour récupérer 1 kg de cuivre. La photo, justement, c'est un montage qui est fait entre ce qui a été extrait en termes de terre et ce qui a été récupéré en termes de cuivre. Le cuivre, c'est un métal commun. Pour vous donner un autre exemple, si le cuivre, on doit extraire 150 kg de terre pour récupérer 1 kg de métal, sur l'or, on doit extraire 1 tonne de terre pour récupérer 1 gramme d'or. Et ça, derrière, il y a des impacts directs sur les populations, sur différentes mines qui ne sont pas forcément encadrées et où il y a des enfants, des personnes qui travaillent dans des situations qui sont assez terribles. On pourra en reparler si c'est un sujet qui vous intéresse, mais en plus de l'extraction en tant que telle qui a un impact environnemental, les conditions de cette extraction ont vraiment des impacts sociaux qui sont assez terribles. Je fais un petit détour rapide par rapport au temps qui nous reste et si on veut échanger un petit peu à la fin par le recyclage. Alors vous allez me dire, ok, on a des sujets sur la matière, mais pourquoi on recycle pas plus? On recycle pas plus parce que déjà, on capte très peu de ces déchets électroniques. En France, on n'en capte que 50%. Dans le monde, on en capte 17%. Les autres, ils vont directement à la poubelle, en tout cas dans des filières hors recyclage. Donc déjà, on en capte peu à la base. Et puis ensuite, quand on a capté un ordinateur, un smartphone, une tablette, et qu'on le prépare pour le recyclage, c'est pas évident. Parce que par exemple, dans un téléphone, il y a 50 métaux différents, parfois présents en toute petite quantité, parfois mélangés sous forme d'alliage. Et en réalité, c'est très dur de les réutiliser, de les extraire et qui conservent leurs propriétés au fur et à mesure des cycles de recyclage. C'est un peu comme si vous faisiez une ratatouille. Vous mettez des tomates, des courgettes, des aubergines, des oignons. Vous faites cuire, vous mélangez pendant 3-4 heures, puis vous le servez à quelqu'un qui vous dit « Ah, mais moi, j'aime pas la ratatouille, est-ce que tu pourrais me récupérer les tomates pour faire des tomates mozza ?» En fait, c'est pas évident. Tout est mélangé, les formes ont changé et les propriétés de la tomate sont plus tout à fait celles qu'il faut pour faire des tomates mozza. Donc, en réalité, il y a beaucoup de matière qui est extraite et très peu de matière qui est recyclée. Est-ce que l'effet rebond, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? En gros, l'effet rebond, c'est l'idée que
les gains d'efficacité induits par une innovation technologique sont compensés par une adoption massive de cette technologie. Un exemple très simple. Une antenne 4G, prise individuellement, ça consomme moins d'énergie qu'une antenne 3G. Donc vous allez me dire, à usage constant, quand on passe du parc, en tout cas l'utilisation de données mobiles en 3G en utilisation en 4G, on va consommer moins d'énergie. Et sur la théorie, sur le principe, vous auriez raison. Pour autant, quand on est passé de la 3G à la 4G, on a vu une augmentation énorme des usages, parce que la 4G, ça permettait notamment des usages vidéo nouveaux, et les gens se sont mis à consommer de plus en plus de vidéos, de plus en plus de données. Et cet usage a tellement explosé qu'au final, même si les antennes 4G consommaient moins d'énergie, elles ont tellement été consommées, en tout cas utilisées plus que les antennes 3G, que la consommation d'énergie en finalité était plus importante. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est un peu la même idée avec Vinted, le service qui vous permet de vendre des vêtements en ligne. Acheter des vêtements de seconde main, c'est super. Allez-y, continuez. Le problème, c'est qu'il y a un effet rebond lié à Vinted, c'est qu'il y a des gens qui achètent beaucoup plus de vêtements que ce qu'ils en achetaient avant, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils sont moins chers, potentiellement parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils en ont vendu par ailleurs, parce qu'ils ont aussi une bonne conscience écologique en se disant c'est de la seconde main, ça n'a pas d'impact. Mais en réalité, tout ce qui se passe, tous les échanges, tous les transports de vêtements et surtout le volume de vêtements et d'échanges de vêtements qui augmente à cause de Vinted, ça nullifie, voire ça rend son impact écologique négatif. Et donc, en fait, quand vous avez une solution, une innovation technologique, posez-vous la question de comment elle doit être utilisée, pourquoi elle doit être utilisée. Et en réalité, une solution technologique seule ne sera jamais la solution. Il faut une réflexion sur nos usages. En 1969, l'homme marchait sur la Lune. L'ordinateur qui était embarqué dans Apollo avait 4 kilos de mémoire et 72 kilos de stockage. Et d'ailleurs, vous savez qui a été la personne qui a développé le programme qui a permis à Apollo justement d'aller sur la Lune, en tout cas, qui a mené l'équipe de programmeurs et de programmeuses vers le succès. On se souvient des astronautes, on se souvient un peu moins de la personne qui a rendu ça possible, c'est Margaret Hamilton, qui était une des premières développeuses, c'est sa photo qui est là. Alors donc 4 kilos de mémoire, 72 kilos de stockage. Aujourd'hui, en 2023, on a 10 000 fois plus de mémoire vive, 1 milliard de fois plus de capacité de stockage, et en caricaturant, bien sûr, parce que c'est pas notre seul usage du numérique, mais on fait des têtes bizarres sur TikTok. Le message derrière ce slide, c'est de se dire peut-être qu'avec la puissance qu'on a aujourd'hui, la puissance informatique notamment qu'on a aujourd'hui, on pourrait se questionner un peu plus sur les usages au regard de l'impact que je vous ai présenté tout à l'heure. Je fais un petit détour aussi par les enjeux sociaux. Vous les connaissez, les enjeux liés au numérique, à leurs usages, l'exposition aux écrans, la surexploitation des biais cognitifs, le rapport aux autres, l'image de soi. Il y a un sujet de diversité aussi. Aujourd'hui, dans le numérique, on a 30% de femmes, 15% de développeuses, et la notion de fracture du numérique. En France, on a 15% des personnes qui sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui n'ont pas accès aux équipements numériques, parce qu'ils peuvent pas se les payer, par exemple, ou parce qu'ils ne savent pas les utiliser. 15%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'accessibilité numérique, c'est pas simplement pour faire joli, c'est-à-dire que ça nous permet d'inclure avec nous 15% de la population supplémentaire, ce qui est quand même assez énorme. La bonne nouvelle, c'est que globalement, vous avez des leviers pour changer les choses. Aujourd'hui, c'est pas inéluctable. L'ADEME a fait tout un travail de scénario. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais globalement, en fonction des choix et des paris qu'on va faire sur les technologies et sur nos usages, on va avoir des impacts qui seront radicalement différents. Si on prend les impacts mesurés en 2020, qu'on fait rien, on va passer globalement, on va multiplier par 2,5 l'impact du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en passant de à peu près 20 mégatonnes à 50 mégatonnes. Et en fait, en fonction des choix de sobriété, de frugalité, ou au contraire de paris technologiques qu'on va faire, on aura un impact qui va varier entre 10 mégatonnes et 80 mégatonnes. Et à la limite, je ne vais pas vous dire quel est le bon chemin, mais plutôt de se dire qu'aujourd'hui, en fonction de ce qu'on va faire, des actions qu'on va prendre, on peut faire varier le scénario tendanciel.
on peut avoir un vrai impact. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comprendre l'impact pour agir efficacement. Je disais tout à l'heure, un email, c'est à peu près 300 grammes d'équivalent CO2. Quand la construction d'un ordinateur portable, c'est entre 130 et 250 kilos d'équivalent CO2. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets un petit lien ici, je vous le redonnerai dans les slides, qui vous permet de mesurer votre impact lié à vos usages et à votre matériel numérique. Je l'ai dit tout à l'heure, la gestion du matérialité, c'est sûrement la finalité, mais c'est pas toujours la cause profonde. Parce qu'aujourd'hui, on a des usages et des besoins qui vont déterminer notre besoin d'application, de données, de volume de données, qui vont déterminer le niveau de puissance d'infrastructure ou d'équipement utilisateur qu'on va avoir. Et ces équipements, en infrastructure ou en équipement utilisateur, vont avoir un impact environnemental et un impact social. Ce qui veut dire que si on prend notre petit schéma, on peut agir à deux niveaux. Au niveau des usages, supprimer ces mails que j'ai critiqués tout à l'heure, par exemple, ou autres, ou au niveau du matériel directement. L'idée, c'est que les usages, c'est ce que vous disiez dans le chat à demi-mot, vont avoir un impact direct sur notre besoin en matériel. Donc aujourd'hui, supprimer ces mails en tant que tels, peut-être que ça n'a pas un impact incroyable, direct. Mais en termes d'impact indirect, à terme, ça va vous permettre d'utiliser votre ordinateur un peu plus longtemps, d'éviter d'acheter un nouveau serveur pour stocker encore plus de mails. Et donc, en réalité, vous avez deux points d'entrée, ces usages et ce matériel, qui vont tous, au final, avoir un impact sur le matériel. Donc, continuez à supprimer vos mails, mais surtout, gardez vos équipements un peu plus longtemps. Comment agir face à tout ça? Évidemment, le premier point, c'est prendre conscience. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez des super formats qui existent. Le DigiCloud Cleanup Day en est un, la fraise du numérique en est un, la bataille de la tech en est un. Vous avez des ressources en ligne. Et c'est génial parce que d'une part, en tout cas, moi ma conviction, c'est que ça fera de vous des meilleurs citoyens, des meilleures citoyennes, mais ça va aussi venir enrichir vos CV, vos compétences dans le cadre de votre vie professionnelle aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, cette compétence numérique responsable, elle est quasiment indispensable dans les nouveaux postes qui sortent sur des sujets informatiques en général. Vous avez des éco-gestes, c'est ce que je disais. Supprimez vos mails, désabonnez-vous des newsletters, désactivez les notifications, parce qu'on parle d'impact environnemental, mais il y a aussi un impact sur la santé mentale. Réduisez la qualité vidéo quand vous regardez du streaming. Est-ce que vous avez besoin de 4K sur votre téléphone dans le métro ou dans le train? En termes matériels, il y a deux choses avec lesquelles vous pouvez repartir. Quand vous serez en entreprise, limiter le second écran, c'est peut-être pas toujours indispensable. Alors, c'est très confortable, mais quand c'est nécessaire, gardez-le, évidemment. Quand ça ne l'est pas, évitez d'avoir un deuxième écran. Ça limite le matériel. Un écran, ça a à peu près autant d'impact qu'un ordinateur. La deuxième chose, c'est acheter d'occasion ou reconditionner. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le cœur de l'impact, c'était la fabrication. Une fois qu'un appareil est fabriqué, le but, c'est que sa phase d'usage, sa durée d'utilisation, elle soit la plus longue possible. Ça ne veut pas dire que ça doit être vous qui allez assumer l'entièreté de cette durée d'utilisation, mais aller chercher quelque chose qui existe déjà, plutôt que d'aller acheter quelque chose qui va être fabriqué, qui est neuf. Je vous laisserai ce slide, mais l'idée, c'est de se dire plus tard dans vos rôles sur des projets informatiques, vous avez des leviers d'action à chaque étape des projets, depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une nouvelle manière de faire de l'informatique, c'est juste faire l'informatique de la manière la plus optimisée possible, en se posant d'abord la question de pourquoi on le fait, ensuite comment on le fait, et en ayant une vision systémique, une vision complète du cycle de vie, depuis la conception à la réalisation, à l'opération, à la fin de vie, de vos logiciels et de votre matériel informatique. Et vraiment, il y a des leviers à chaque étape. Un point important, et ça c'est pareil, je vous invite à le garder. Il se posait la question sur le chat tout à l'heure, comment faire en sorte de réduire nos usages, comment savoir qu'est-ce qui est essentiel. Je vais vous donner un petit outil, la règle des 3 U. Est-ce que ce que vous allez acheter, construire, fabriquer, développer est d'abord utile? Si ça n'a pas d'utilité, à quoi ça sert de le faire, sachant que ça a forcément un impact négatif sur l'environnement et un impact pas forcément positif sur la partie sociale. Un produit utile est un produit qui permet à un utilisateur ou une utilisatrice d'accomplir une tâche ou un objectif. Posez-vous la question, est-ce que ce que je fais, c'est utile? Ça peut paraître évident, mais je vous garantis que ce n'est pas toujours le cas. La deuxième chose, c'est est-ce que ce que je développe sera utilisable? C'est-à-dire que je peux avoir une bonne idée, quelque chose qui va vraiment répondre à un besoin. Si derrière, ma population, par exemple, elle est
elle est en situation de handicap visuel, comment elle va interagir avec mon interface. Si elle est en situation d'électronisme, on en parlait tout à l'heure, 15% de la population, comment elle va faire pour accéder à mon site web si elle n'a pas d'ordinateur? À se poser la question, comment faire en sorte que mon produit, mon application, mon service soit utilisable? Deuxième. Et le troisième, c'est est-ce que c'est utilisé? Vous pouvez développer, mettre en place, acheter, fabriquer, peu importe, le produit le plus pertinent du monde, le rendre le plus accessible possible. Si personne ne sait qu'il existe, si personne l'utilise, ça n'a aucun sens, vaut mieux arrêter. Donc gardez bien en tête, passez vos usages, vos besoins, vos projets au prisme des 3U. Est-ce que c'est utile, utilisable et utilisé? Un autre petit outil qui est sympa, c'est des espèces d'éco-scores environnementaux qui peuvent vous permettre dans vos projets de vous dire ce que je fais, ça a un impact business très très fort, par contre ça a un impact environnemental pas terrible, comment j'arbitre entre tout ça. Je vous donne un autre exemple, alors ça c'est l'arbre de décision des designers éthiques, qui est un peu plus radical, et la première question, est-ce que je dois développer un service numérique? La première question que se posent les designers éthiques, c'est est-ce que ce service répond à un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ou est-ce qu'il répond à une des 9 limites planétaires? La deuxième question, c'est est-ce que ce service existe déjà? Est-ce qu'il y a déjà une solution qui répond à ce besoin? Et la troisième question, est-ce que ce service crée plus de valeur qu'il n'en détruit? Alors, les réponses à ça, je vous laisse libre, il n'y a pas de jugement derrière ça. Moi, l'idée, c'est de vous donner les clés et de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'apporte l'informatique? Qu'est-ce qui coûte? Et à vous de trouver l'équilibre entre les deux. Ce qu'on n'est pas en train de dire, alors évidemment, on se concentre sur les aspects négatifs, mais l'informatique a plein d'aspects positifs aussi. Moi, mon métier, c'est l'informatique. Vous, ça tourne quand même beaucoup autour du sujet également. L'idée, c'est de se dire comment on peut faire de l'informatique en conscience et en servant une société au sens communauté d'êtres humains, positivement. Alors, c'est une grande responsabilité, je l'entends, mais je vous partage l'ambition, moi, qui m'anime au quotidien, et je vous laisse vous la réapproprier après. Un petit sujet sur l'éco-conception, une fois qu'on a décidé de savoir ce qu'on allait développer, on peut se poser la question de l'optimisation, de comment on va le développer, la matière la plus sobre possible. Attention, le cœur de la limite de l'impact, c'est de limiter les usages. En tout cas, c'est de limiter en amont, au moment de la conception. L'éco-conception, l'optimisation, alors techniquement, ça va être très intéressant, ça va se rapprocher du métier, en tout cas des sujets qu'ont à cœur les développeuses et les développeurs. Mais en termes d'impact, ce sera plus faible que de ne pas développer une fonctionnalité, un projet, une solution. Pour autant, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est pas de rien développer, mais une fois qu'on a choisi ce qu'on allait développer, qu'on a passé au prisme des 3U, à l'arbre des décisions des designers éthiques, on essaie de faire quelque chose qui est le plus frugal possible et le plus optimisé possible. Un petit peu en conclusion, l'idée de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, et puis comme ça nous laisse un petit quart d'heure de questions-réponses et d'échanges, c'est de faire du numérique un levier de solidarité, en incluant tout le monde, un démultiplicateur d'impact, pas simplement en cherchant à limiter l'impact que ça va avoir, mais vraiment en allant chercher l'impact positif, qu'il soit social ou environnemental, que ce numérique soit au service de l'intérêt général, qu'il soit pas excluant, qui serve vraiment l'ensemble de la population et au service des causes sociales et environnementales. Il y a un côté un petit peu optimiste, peut-être un petit peu bisounours ou peut-être un petit peu grandiloquent dans cette phrase, mais simplement, et moi c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, nous en tant qu'acteurs du numérique, on a la possibilité de rendre le monde meilleur, on a aussi la possibilité de le rendre pas forcément meilleur, mais l'idée c'est que je vous rends visible que vous avez un grand pouvoir entre les mains et vous avez vraiment la capacité de faire des choses qui sont enthousiasmantes, qui sont intéressantes, qui seront valorisées dans la société, financièrement aussi, dans le cadre de votre carrière. Et donc, saisissez-vous-en. Et du coup, je vous propose de... je n'ai pas de slide questions-réponses, mais je vous propose de poser vos questions, de creuser des sujets sur les 10-15 minutes qui nous restent. Je regarde un petit peu le chat en même temps. N'hésitez pas. Vous parlez d'une fresque du numérique. Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur cette fresque? Avec grand plaisir. La fresque du numérique. Alors moi, c'est une association qui me tient beaucoup à cœur et c'est un atelier de 3 heures collaboratif en petits groupes de 4 à 8 personnes
dans lequel vous allez explorer à peu près ce que j'ai dit aujourd'hui, la matérialité du numérique. Donc, vous allez partir de vos usages, vous allez essayer de comprendre ce qui se cache derrière, et ensuite, vous allez vous mettre en action en essayant de comprendre ce que vous pouvez faire à différents niveaux et quel impact ça pourra avoir. Alors évidemment, c'est un peu le même programme en fait que ce qu'on fait ce matin, mais en 3 heures, et surtout, c'est vous qui faites l'atelier. C'est quelque chose qui n'est pas descendant comme on peut le faire aujourd'hui. Vous avez 3 heures pour construire cette fresque numérique, pour comprendre ce qui se cache derrière vos usages et pour comprendre comment vous mettre en action. D'ailleurs, il y a un truc, il y a des questions qui arrivent. Moi, j'ai juste une question à te poser, Clément. Bien sûr. Tu sais, il y a dans nos métiers, l'IA a fait sa grande révolution, est en train de faire sa grande révolution depuis quelques mois, années. On a des graphistes, on a des développeurs web, on a des techniciens d'études du bâtiment ici. Du coup, ça change beaucoup, beaucoup les métiers, etc. J'ai vu que tu proposais un atelier qui s'appelle la bataille de l'IA. Tu pourrais nous en dire plus sur cet atelier? Oui, alors c'est un atelier de 2 heures où on a des personnes qui se questionnent en 3 temps sur déjà l'historique de l'IA. On rappelle que c'est quelque chose qui a émergé dans les années 50. Donc c'est pas tout à fait nouveau, mais ça a beaucoup accéléré. On se questionne aussi en petits groupes sur les enjeux liés à l'IA et notamment à l'IA générative, autour des enjeux de créativité, de biais, de fiabilité des données, d'impact environnemental et de citoyenneté. Et surtout derrière, en tout cas moi, c'est la partie que je trouve la plus intéressante. Il y a un côté jeu de rôle où on se positionne autour de questions de société. Alors, société au sens large, hein, ça peut aller dans les entreprises, dans les organisations publiques, dans la vie privée. Euh, et on se pose la question, bah voilà, on a une problématique, comment on y répond? Et on essaie de se mettre dans différents rôles pour voir que la réponse n'est pas évidente et qu'en fait, au-delà d'un enjeu technologique, l'IA pose surtout des enjeux de société, de se dire, bah, quel modèle de société on veut construire, quel choix on fait, où il faut utiliser l'IA, parce que ça a un vrai apport. Hein, pas, encore une fois, c'est comme le numérique, ça a un apport. Et à quel moment on fait le choix, en conscience, de ne pas l'utiliser et pourquoi. Et surtout pourquoi. Et ça ouvre des débats intéressants. Et c'est la même chose. Moi, repartez avec quelque chose aujourd'hui. Questionnez-vous par rapport à vos usages numériques. Moi, je suis peut-être un peu radical dans ma vision, mais je ne vous dis pas d'adopter la même. Mais Harry, questionnez ce qui vous semble évident, questionnez pourquoi on fait du numérique, comment on en fait, et déjà vous aurez fait les 3 quarts du chemin. Je voyais une question super intéressante d'Audrey. Du coup, un graphiste n'a qu'un impact négatif. À quoi un artiste sert-il? C'est pour ça que j'ai parlé de, de plafond écologique et de plancher social. L'artiste apporte quelque chose à la société, à ce qui crée du commun entre les gens, aux liens qu'on a, aux messages qu'on veut laisser aussi aux générations futures. Et tout ce qu'on fait à partir de là, au-delà de la partie artiste, tout ce qu'on fait a un impact négatif. Si on va dans cette tendance-là, ben, en fait, vivre, ça a un impact négatif. En réalité, on a tout à fait la possibilité de vivre avec les ressources qu'on a, euh, de manière plus sobre, évidemment, euh, mais l'idée, c'est de faire le choix. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les ressources et le temps qu'on a? L'artiste crée du lien. Moi, ça me semble essentiel. Euh, Demain, une développeuse, un développeur qui va permettre de faire une solution qui va donner accès à un service essentiel, à la capacité de voter, à la connaissance à des personnes dans le monde, ça me semble tout aussi essentiel. Euh, et je pense que c'est encore une fois cette notion de qu'est-ce que ça apporte. Et une fois qu'on sait qu'on veut le faire, limitons-le. Si je reprends l'exemple de l'artiste, est-ce que l'artiste a vocation à voler à l'autre bout du monde en avion pour faire pour présenter, j'en sais rien, une de ses œuvres, ou est-ce que l'idée c'est d'agir plutôt en local? Moi j'ai une conviction là-dessus, mais je vous laisse, je vous laisse la vôtre. Impact de l'IA. Alors j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'avais pas beaucoup de temps. Euh, alors, c'est un peu ce que j'ai dit déjà. Pour moi, le cœur de l'impact de l'IA, alors certes, il est comme le numérique, euh, il est en lien avec tout ce qu'on a dit. Il y a un effet d'accélération. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses. En fait, l'IA prend une place de plus en plus importante dans la part du numérique aujourd'hui. On voit que ça fait accélérer l'impact environnemental. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une question de société à différents niveaux. Sur la partie entraînement et modération de ces IA, vous avez peut-être déjà entendu parler des travailleuses et des travailleurs du clic qui permettent et qui entraînent ces IA. Tout n'est pas automatique. Hein. Il y a énormément de gens qui font fonctionner
ces gros modèles et dans des conditions de travail qui sont ni épanouissantes, ni enrichissantes et surtout pas confortables. Et je pense que c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'on veut, nous, pouvoir poser une question à ChatGPT au prix de personnes qui sont payées une misère dans des conditions de travail terribles? Je sais pas. En tout cas, de mon côté, non, mais je laisse la question ouverte. Et la deuxième chose, c'est de se dire, dans la société aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui sont répétitives, lourdes, etc., qu'on veut remplacer ou qu'on veut déléguer aux IA? Sûrement, et je pense que c'est le cas. Mais derrière, comment les personnes qui n'ont plus ces tâches à effectuer, on leur retrouve un rôle dans la société? Est-ce qu'on les laisse de côté? Vous aurez compris ma position sur le sujet. Et surtout, comment on les accompagne à retrouver de la valeur dans cette société? Et parfois, comment on fait le choix de se dire, c'est moins efficace, c'est moins efficient, mais on garde des gens qui le font parce que ça apporte aussi autre chose. Ça crée du lien. Ça permet à des gens d'avoir une place dans la société. Vous l'aurez compris, j'ai pas la réponse. En tout cas, je veux surtout pas vous pousser une réponse, mais l'idée, c'est de se questionner. Est-ce que certains ateliers de Nuageo sont accessibles à tous ou c'est surtout pour les personnes qui veulent travailler dans le numérique? Alors, comme je disais, enfin, nous, je disais rapidement, on est une entreprise à mission, donc on a des objectifs environnementaux et sociaux en plus de nos objectifs financiers, et on fait des ateliers citoyens bénévoles. Donc, n'hésitez pas si vous voulez. Que faire des appareils obsolètes? Alors, pourquoi c'est obsolète? Quand est-ce que votre équipement devient obsolète? Il devient obsolète quand il ne répond plus à vos usages. Si ça ne répond plus à vos usages, peut-être que ça répondra aux usages de quelqu'un d'autre. Une tablette S3, alors tu me diras si elle est cassée en deux, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut la mettre dans des bornes écosystèmes pour qu'elle soit recyclée. On a des super organismes en France qui permettent de faire du recyclage de déchets électroniques et électriques, les D3E. Il faut les mettre dans ces bornes-là pour que ça aille dans les filières de recyclage. Si elles fonctionnent toujours, on a des super assos en France, Emmaüs Connect et d'autres, qui permettent de donner une seconde vie à ces équipements. Quand ça ne répond plus à ton usage, ça peut répondre peut-être à l'usage de quelqu'un d'autre. Peut-être aussi quand c'est obsolète, c'est une question de matériel que tu peux faire réparer ou une question de logiciel que tu peux changer en installant un Linux ou autre chose, comme je disais tout à l'heure. Il faudra un mélange de solutionnisme technique et de sobriété, des outils partagés centralisés plutôt que des usages individuels. Et il y a plein de choses intéressantes dans cette question. La sobriété, c'est essentiel. Les évolutions technologiques aussi. Enfin, en tout cas, mon point, et c'était le sujet derrière l'effet rebond, c'est de ne pas être techno-solutionniste. En gros, faire un pari sur une technologie qui va nous sauver, c'est oublier l'effet rebond d'une part, et puis c'est se dire, je me lave un peu les mains du sujet. Je crois dans une solution qui va arriver, rien n'est entre mes mains et donc je n'ai pas de rôle à jouer. Moi, je combats un peu cette vision techno-solutionniste parce que je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer là-dedans et qu'il vaut mieux commencer à construire une société enthousiasmante, joyeuse et sobre, surtout sur la partie numérique, mais par ailleurs également, parce que ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir dès maintenant. Et on ne se remet pas à une potentielle arrivée d'une solution. Et si on a demain une solution qui va nous aider, pourquoi pas? J'y crois pas personnellement, mais pourquoi pas, laissons-le sur le tapis. Eh ben, on aura tout gagné. Parce que d'une part, on aura adapté nos modes de vie, on sera recentré sur des choses qui sont plus essentielles. Et en plus, on aura un coup de pouce de la technologie. Donc oui, j'aime bien, Jonas, ton mélange entre des solutions techniques et de la sobriété, mais avec la sobriété en point de départ. Il me semble que le développement de l'IA est actuellement soutenu par le gouvernement français, notamment pour Mistral et Grand Patrimoine. Du coup, il faut essayer d'apporter un contrepoids à cette tendance. Il me semble que ça ne va pas être facile. Oui, Maxime, c'est un enjeu un peu plus géopolitique qu'environnemental et social pour le coup. Surtout quand on voit que Mistral a été déployé sur Azure ces derniers jours, on peut se poser la question, est-ce que ça reste bien une technologie française? Je ne dis pas qu'il faut qu'absolument tout soit français, qu'on fabrique tout nous-mêmes et qu'on soit absolument autonome sur tout. Je pense qu'il faut un petit peu de souveraineté sur des services essentiels, juste pour avoir un équilibre des forces. Pour autant, c'est important aussi de s'appuyer sur des communautés, sur ce que les autres savent faire, parce que si on s'isole et qu'au final on vit en autarcie, je crois qu'on loupe aussi une partie du sujet. Moi, comment j'arrive à défendre ça? Déjà en me mettant en action, en m'impliquant dans des assos, en impliquant toute ma boîte autour de ce sujet-là, toutes les personnes qui travaillent avec moi.
Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, il y avait un commentaire sur le Colibri, bah, faisons de notre part, prenez des choses qui vous sont accessibles, allez pas chercher des choses trop difficiles au début, et puis petit à petit, je ne sais pas si vous connaissez la notion de point de bascule, mais on n'a pas besoin de plus de 50% de la population convaincue pour que les choses changent. Le seuil il est beaucoup plus bas, 10, 15, 20, 30%, peu importe. Mais en tout cas, il suffit d'une minorité de personnes convaincues pour faire évoluer les choses. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je me rassure. Il y avait une question à l'oral, C'était Sébastien. Oui, bon, Sébastien. déjà merci Clément, hein, pour la présentation que tu as fait. Moi, je suis pas étudiant, je suis formateur au groupe A-Info. J'ai écouté avec attention tout ce que tu as dit et j'ai je trouve quand même que c'est un discours assez contradictoire dans le sens où aujourd'hui, on a besoin du numérique, mais attention, il ne faut pas faire trop de numérique. On a besoin de machines, mais attention, il ne faut pas trop de machines. Ah, j'ai pas, j'ai pas dit que j'allais vous apporter une solution simple. Mais effectivement, c'est très paradoxal et c'est très paradoxal à ce niveau-là. On en a besoin, mais il ne faut pas en faire trop. D'où la question sur les usages. Questionnons quels sont nos usages qui sont essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, prenez l'exemple, si je prends un exemple plus récent, est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone 4G mais qui fait pas de 5G, il faut changer son téléphone pour passer en 5G? Je crois pas. Je suis pas sûr que ça nous a. En fait, l'apport marginal de confort que ça pourra nous apporter euh, n'a pas de sens au regard du coût environnemental. Par contre, si aujourd'hui j'ai un Nokia 3310 et que mon besoin c'est d'aller sur Internet parce que j'en sais rien, je dois rester en communication avec mes enfants, je dois suivre mes mails professionnels, peu importe, changer peut valoir le coup. Et pour moi, la plus gros paradoxe dans tout ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a une recherche permanente de la croissance au sens large dans la société, dans l'économie, dans un monde qui est fini en termes de ressources. Fini, c'est-à-dire, c'est pas que c'est terminé, c'est over, c'est juste qu'il y a un nombre de Une fin, ressources, quoi. une quantité de Ouais. ressources limitée. Et donc, en fait, une courbe qui est infinie et qui continue d'augmenter par rapport à des ressources physiques qui sont limitées, pour moi, c'est un vrai paradoxe. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Alors, forcément, il faut essayer de consommer un peu moins de ces ressources, il faut essayer d'équilibrer tout ça, et il faut essayer de valoriser aussi euh, d'autres choses. Mais je suis d'accord que c'est pas évident, c'est pas gagné, mais c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et moi, je compte sur vous pour me donner un coup de main là-dedans. Et est-ce que c'est pas un travail justement des industriels, enfin, ceux qui font justement tu sais, ces trucs d'avancée, etc., à faire justement une sensibilisation vis-à-vis d'eux, plutôt que nous dire, bon, on va essayer de limiter parce que là où ils déconnent un petit peu en bloc, quoi, en fait. Pour moi, il y a les individus, la société, les personnes, les citoyens, les industriels et les politiques. Et c'est vraiment un triptyque d'actions à mettre en place. Et nous, en tant qu'individus, ou même en tant que société, en fonction de comment vous vous placez, ben, on doit agir, même si on a l'impression que certains n'agissent pas. Parce qu'au fur et à mesure, ça va diffuser, ça va prendre de l'ampleur. Et l'avantage qu'on a en tant qu'individu, c'est qu'on contrôle les usages. Il suffit que ça ne se vende pas, enfin, il suffit de pas acheter pour qu'au bout d'un moment, les tendances changent. Et on le voit aujourd'hui, de plus en plus de constructeurs de PC, de téléphones vont vers des choses qui sont plus réparables, qui sont plus éco-responsables. Alors, on n'a pas évoqué le sujet du greenwashing, mais on pourrait. Et en fait, les préoccupations des citoyens font que petit à petit, les industriels changent. Alors, pas assez vite, ça peut être frustrant, ok, mais ça évolue et ça évolue sur certains sujets dans un sens qui est pas trop mauvais. Merci Clément. Merci à toi. Eh ben Clément, je vois que ça continue de s'agiter sur le chat, mais on va être obligé de conclure. Bah, en tout cas, je te remercie énormément pour cette intervention. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on va mettre un peu de concret pour nous, chez Info. Je vous rappelle que dans les centres de Nantes, Paris, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Saint-Nazaire, vous avez des box réemploi qui sont à votre disposition. Alors, qui sont des petites box, hein, on a travaillé sur ça l'année dernière, elles sont toujours dispo. Elles vous permettent de déposer vos téléphones qui seraient usagés, les chargeurs qui vont avec, etc. Ce sont des box qui sont ensuite transmises aux ateliers du bocage qui font du réemploi, donc qui remettent en usage, en fonction ces outils pour d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est une première chose sur le matériel.
Et sur les données, même si on a vu que l'impact était assez minime, on essaye de vous pousser quand même à avoir des bonnes pratiques au niveau de la gestion de vos données parce que d'une part, ça a un bel impact, un impact léger, mais qui est présent quand même sur nos matériels et ce qu'on stocke en ligne. Mais d'autre part, ça fait de vous aussi de meilleurs professionnels parce que on vous pousse à vous organiser, à travailler de façon ordonnée, etc. C'est quelque chose que vos formateurs vous disent, je pense, au quotidien. Et dans ce cadre-là, je vais vous faire passer, donc à vous tous, formatrices et formateurs, une petite fiche qui vous permet de vous guider un peu dans le nettoyage de vos données. Alors, il y a une partie sur la partie sur le nettoyage de données ordinateur, donc sur ce que vous stockez en local sur votre PC, et puis sur le nettoyage de mail et de drive. Donc voilà, je vais vous passer cette petite fiche. Je vous remercie, l'équipe pédagogique, de retransmettre ça à vos apprenants. Et si vous avez envie de participer à un effort commun qui va être fait par Info dans les jours à venir jusqu'à samedi, puis au-delà, hein, il y a un petit chatbot qui vous permet de remplir les données que vous avez économisées, que vous avez supprimées. Comme ça, on fait un calcul global et puis on essaye de voir un peu sur ces quelques jours combien on a pu économiser de données et puis ce que ça vaut en équivalent CO2, etc. Voilà. Et puis, je te remercie encore Clément Avec et je te plaisir. dis Merci, Tristan. à très bientôt. Et À merci à bientôt. tous. Bonne journée tout le monde.